Bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être venu jusqu'à Chasselet ce soir, d'avoir pas regardé la fin du match ou pas le match du tout. Hein, je vous annonce que la France a perdu contre la Tunisie, mais comme nous étions déjà qualifiés, ce n'est pas un souci. Je remercie Jacques Parios, le maire de Chasselet, de nous accueillir ce soir. Traditionnellement, je vais lui laisser dire un petit mot, présenter sa commune, ses rapports avec le Tigérie, ce qu'il a envie de dire, et après on attaquera par la présentation du scénario Négaouette. Jacques. Merci. Écoutez, ce sont des rapports tout à fait honnêtes. Bon, écoutez, bienvenue à Chasselet, je peux dire chers collègues, puisque j'ai eu l'honneur et le privilège de siéger dans cette assemblée pendant 2 mandats, donc de 2001 à 2014. Après, bon, les missions d'élus qui se développent un peu, notamment aux communautés de communes, font que les réunions de la communauté de communes sont le mercredi soir. Donc, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, bienvenue à Chasselet. Donc, Chasselet, c'est la plus grande commune des Monts d'Or. 1278 hectares. C'est probablement la plus petite commune des 8 départementales qui ne veulent pas intégrer la métropole. Donc, 2856 habitants. Donc, c'est un village tout à fait normal, d'économie extrêmement rurale. On va dire, nous sommes dans le périurbain de Lyon, donc nous sommes victimes, je ne vais pas vous faire un dessin, vous comprenez, de la pression foncière liée à tous ces Lyonnais qui veulent venir habiter chez nous. Que dire sur Chasselet? Nous avons une histoire très mouvementée, puisque si vous venez un petit peu du sud, je ne suis plus la commune septentrionale, puisqu'il y a Quincieux qui est revenu au bercail, hein, ma mémoire est bonne. Donc, c'est le verrou d'entrée sur Lyon. Donc depuis le XIIIe siècle, nous avons vécu des combats pour empêcher les envahisseurs de venir sur Lyon. Donc ça a été d'abord la guerre contre les Bourguignons. Ensuite, il y a eu la révolte des bourgeois lyonnais qui étaient contre Pierre de Savoie au XIIIe siècle et qui, bon, pour lesquels Philippe le Bel est venu attaquer Pierre de Savoie qui était réfugié à Chasselet. Donc c'est Louis X le Hutin, le futur Louis X le Hutin, qui est venu faire le combat, qui a fait démolir le château de Chasselet. Alors, pour ceux qui connaissent Lyon ou qui ont connu l'histoire de Lyon, il y avait 3 châteaux identiques. Le seul qui subsiste, c'est le château de Hons, c'était des châteaux de Tours. Il y avait le château de Chasselet et le château du Quai Passy. C'est-à-dire que c'est 3 châteaux qui ont été construits en même temps au XIIIe siècle. Donc, le bourg de Chasselet a été reconstruit vers 1350. Nous avons encore été victimes de gros combats au XVe siècle. Alors, c'est la fameuse guerre des Bourguignons, c'est juste après la guerre de 30 ans, je pense, ça. Hein, c'est encore pareil, que les Lyonnais n'ont jamais supporté les Bourguignons, je ne sais pas pourquoi. Hein. Enfin, ils ont fait un bel enfant, c'est Beaujolais. Hein. Voilà, et donc, par la suite, il y a eu les combats, donc, les derniers combats de la période napoléonienne, en 1814, hein, puisque pour résister aux Autrichiens, la ligne de France, c'était la montée de Limonest, hein, puisque c'était, à l'époque, c'était la nationale, hein, puisque n'existait pas, la 306 n'existait pas. Et puis bon, in fine, les derniers combats qui ont eu lieu à Chasselet, donc c'était en juin 40, c'était les fameux combats de Montlusin et du Plantin, au cours duquel donc la Wehrmacht a massacré 48 tirailleurs sénégalais, où il y a actuellement donc la nécropole nationale du Tata sénégalais, où reposent 188 soldats noirs qui ont été tués ou massacrés par les Allemands. Donc à Chasselet, j'ai coutume de dire que nous avons 4 perles rares, donc parce que ça attire beaucoup de monde. Alors on a d'abord bien entendu le restaurant étoilé La Sauzet. Il y a également le Tata sénégalais qui a maintenant, avec le parcours mémoriel, on accueille beaucoup de lycéens et de collégiens. Il y a le fameux marché de la poire et du terroir, parce que bon, le reste, nous sommes une commune agricole et donc arboricole surtout, et maraîchère. Donc pour ceux qui achètent des herbes aromatisées, sachez qu'elles sont produites sur Chasselet. Hein. Il n'y a pas de souci, ça inonde Lyon. Et puis nous avons donc le plus grand club amateur de football de France. Donc, ici on a perdu ce soir. C'est le Gaulle FC. Il y a plus de 1500 adhérents et qui regroupe maintenant les clubs de Tassin-la-Demi-Lune, de Champagne-au-Mont-d'Or, de Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Et donc, il est en train de reprendre, ou a repris déjà, le club de foot des filles de Chalet-d'Azel. Voilà. Donc, bienvenue à Chasselet. Je vous souhaite de faire une bonne assemblée et de voter correctement. Merci beaucoup, M. Merci beaucoup pour votre accueil et pour l'histoire de notre commune. Je vous propose de passer au scénario Négaouette. Donc, l'idée, comme on l'a déjà fait,
avec l'ADEME lors du dernier comité. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Si ma mémoire est bonne, c'était au mois de juin. C'est de continuer un petit peu ce travail autour des scénarios énergétiques, de voir un petit peu quel est l'avenir énergétique de notre pays, et on souhaitait avoir avec nous quelqu'un de Négawatt ce soir qui puisse nous démontrer son scénario, expliquer. Donc l'idée c'est qu'il y ait un temps de présentation et puis un temps d'échange avec vous dans le public. On va essayer de limiter à 1 heure sur la totalité. Et je remercie Marc Gédisca d'être venu ce soir jusqu'à nous pour pouvoir vous présenter le travail de l'association. Marc, je te laisse le micro. Merci de l'invitation. Désolé, j'ai un petit problème d'extraction de voix depuis ce matin, donc je vais faire des efforts. Merci de m'inviter à cette présentation. Alors la présentation que je vais vous faire est limitée par le temps. Une présentation complète du scénario, ça prend 1h30, il y en a même qui font 4 heures. Donc je vais me limiter à certains aspects, je pense, qui vous intéresseront, et évidemment on essaiera de garder du temps pour les réponses. Alors moi je suis Marc Gédisca, donc là je suis porte-parole de l'association Négawatt, à titre bénévole. Dans le civil, je suis directeur d'une association lyonnaise qui s'appelle ESPUL, qui est basée dans la gare des Brotteaux, et qui a été pionnier, en fait, on était les premiers raccords de réseau photovoltaïque. On a fêté ça il y a les 30 ans cette année, en 92, on avait raccordé un premier kilowatt photovoltaïque à l'époque où personne n'y croyait, on nous prenait pour des fous dingues, on va dire. Et donc on a suivi cette filière depuis cette époque-là, et on anime un centre ressources sur photovoltaïque, soutenu par l'ADEME et par la DGEC, l'administration du ministère, qui s'appelle photovoltaïque.info. Et il y a un petit frère spécifiquement sur le réseau, c'est à ça que je voulais venir, qui s'appelle réseau.photovoltaïque.info, qui est dédié vraiment aux collectivités, aux AODE, à toutes les problématiques du photovoltaïque, notamment au milieu rural, qui est compliqué à intégrer, parce qu'on est sur des réseaux faibles. Voilà. On a une grosse expertise là-dessus, ça c'est ma profession, et on est une trentaine de salariés, on fait plein de choses à l'ESPUL depuis longtemps, mais sur la partie réseau, ça nous intéresse particulièrement. Dans l'association Négawatt, je suis porte-parole. L'association s'est créée maintenant il y a un peu plus de 20 ans, à partir d'une idée de quelqu'un qui est resté président longtemps, qui s'appelle Thierry Salomon, qui s'est demandé à l'époque, on commençait tout juste à parler du facteur 4, des économies d'énergie, etc. Est-ce qu'on était capable de le faire? Il a été chercher des gens de terrain, donc on est une grosse vingtaine d'experts, entre guillemets, de différents domaines de politique énergétique. Alors moi c'est le photovoltaïque, d'autres ça va être les économies d'énergie en bâtiment, ça va être diverses spécialités, et bout à bout, c'est comme ça qu'on construit nos scénarios. Vous allez voir comment ça se fait, à partir de notre connaissance des différentes parties, et puis de la capacité de mise en œuvre aussi de tout ça dans le territoire. Donc on a une grosse tour d'expérience. Alors, je vais faire un petit peu de pédagogie, même si ça peut paraître des redites ou des choses un peu lointaines, mais c'est important quand on parle d'énergie d'avoir quand même bien les idées en place. Alors d'abord, pourquoi on agit sur l'énergie? Alors j'aurais fait la conférence il y a 1 an, il n'y aurait pas eu la guerre en Ukraine. On aurait peut-être dit parce que l'environnement, parce que ceci, parce que cela. Aujourd'hui, je pense que vous savez encore mieux que moi, les raisons d'agir sur l'énergie, c'est de maintenir aussi la paix, de maintenir le pouvoir d'achat des habitants, d'essayer de sortir nos sociétés de sacrées impasses dans lesquelles elles sont. Le premier auquel on pense, c'est le changement climatique. Évidemment, c'est essentiel. Évidemment, la neutralité carbone 2050, c'est un objectif que tout le monde partage. Tout le monde partage depuis longtemps, même avant qu'il soit institué par l'État. Mais c'est pas le seul. Il y a d'autres raisons d'agir sur l'énergie. Je ne vais pas les passer en revue une par une, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des questions de ressources, des questions de risques, il y a des questions de pollution locale, de précarité. Précarité ici, chez nous, où il y a 12 millions de personnes qui sont dans la précarité énergétique, c'est aussi valable entre le nord et le sud. Nous faisons partie des 20% de la planète qui consomment 80% des ressources énergétiques minérales. Donc toutes ces raisons pour agir. Et ça, c'est en grande partie conséquence de décennies d'ébriété énergétique où on n'a pas de souci, on est appuyé sur le bouton. Et comme dit l'autre, une croissance infinie dans un monde fini n'étant pas possible, on a un retour de bâton maintenant. La guerre dans l'Ukraine, de ce point de vue-là, n'a été qu'un accélérateur en fait. Ça n'a pas changé les choses, il ne faut pas avoir ça dans l'esprit, ça nous a mis devant des problématiques qu'on refusait de voir. Et une obligation à agir qu'on aurait pu avoir un peu plus tôt, on aurait gagné du temps tous. Voilà, en tout cas, des raisons d'agir. Et nous, clairement, on s'inscrit dans des valeurs de justice sociale, de solidarité, etc. Donc on s'inscrit aussi dans une logique d'action, c'est pas seulement un scénario pour prédire, enfin d'ailleurs ça ne prédit pas l'avenir, mais en tout cas pour avoir une vision à long terme, c'est aussi pour définir des mesures, et c'est à ça que sert un scénario, c'est pour avoir des politiques et mesures derrière, pour répondre à tous ces défis.
Et on se réfère, notre cadre de référence, c'est les objectifs de développement durable qui ont été votés par l'Assemblée Générale de l'ONU quelques semaines avant la COP21 à Paris, donc l'accord de Paris, que tout le monde connaît sur le climat, et qui est un événement tout à fait important. Quelques semaines avant, l'Assemblée Générale des Nations Unies avait voté à l'unanimité cette définition plus précise du développement durable, qui est une notion un peu vague, un peu usée jusqu'à la corde. Et là, il y a 17 objectifs dans ces objectifs de conduire de l'ONU, qui est une référence vraiment importante, dans lequel le changement climatique est ici, c'est la 13e, mais les 16 autres sont aussi importantes à avoir en tête, que ce soit des problématiques environnementales, des problématiques sociales, on parle de justice et de paix, on parle d'accès à l'éducation, on parle d'eau, etc. Donc un cadre de référence pour nous qui est une approche en fait globale de la problématique. Alors pour faire face à cette problématique, il y a une vingtaine d'années, on a imaginé entre nous cette fameuse démarche mégawatt, qui j'espère est maintenant un peu connue. En tout cas, elle a été traduite en 2015 dans la loi de transition énergétique pour une croissance verte. On retrouve les 3 mots sobriété, efficacité, renouvelable, et dans le bon ordre. Ce qui a été pour nous, qui a marqué aussi une étape importante. Alors le premier, la sobriété, c'est se poser la question, non pas de la consommation d'énergie d'abord, mais du besoin de service. En fait, on n'a pas besoin d'énergie, on a besoin de se déplacer, on a besoin de s'éclairer, on a besoin de manger, de regarder la télé, de téléphoner à grand-mère. Et c'est là-dessus qu'il faut agir. Donc typiquement, c'est les 19 degrés dont on nous parle beaucoup aujourd'hui, c'est de la sobriété. Les 80 km/h sur route et 110 sur autoroute, c'est de la sobriété avec des effets tout à fait mesurables, très concrets, des mesures qui sont en plus. On sait maintenant la sobriété montée en haut de l'affiche, mais on sait aujourd'hui que ce sont les seules mesures qui sont immédiatement opérationnelles si on les prend correctement. Il y a un peu plus d'un an, on parlait d'Amish, donc on parlait de sobriété. Bienvenue au club, merci les Amish. Mais donc ce sujet, je pense, maintenant a pris beaucoup plus d'importance, je ne vais pas trop m'étendre dessus, vous voyez ce que ça veut dire. Alors c'est à distinguer d'efficacité, qui est du domaine de la technique, c'est plus du domaine de l'ingénieur. Sobriété, ça concerne tout le monde, ça concerne chacun d'entre nous, au travail, à la maison, dans la collectivité locale. Ça concerne les organisations, les entreprises. Alors, Megawatt d'ailleurs a fourni à l'État une cinquantaine de propositions d'action pour la sobriété, le plan de sobriété de l'État, on y a beaucoup contribué. Et une analyse qui a été faite par Carbone 4, le bureau d'études qui a parti de M. Jean Covici, qui n'est pas toujours très copain avec Megawatt, a reconnu que toutes les mesures prises par l'État dans le plan de sobriété viennent de Megawatt, mais toutes les mesures proposées par Megawatt n'ont pas été retenues, malheureusement. En tout cas, on a fait un petit pas dans ce sens-là et on a une longueur d'avance. Pour l'efficacité, là, c'est plus le domaine, pas des comportements, mais de l'investissement avec une rentabilité. C'est typiquement la rénovation des bâtiments. C'est typiquement les progrès techniques dans l'industrie sur les performances, les rendements, etc. Plus du domaine de l'ingénieur, de choses comme ça. Et puis, ça agit sur la demande d'énergie, mais évidemment, et c'est une priorité, c'est ça qui est l'originalité de Megawatt, c'est d'avoir mis en premier la demande d'énergie et en premier la sobriété. C'est pas ce qui se fait d'habitude dans les scénarios. D'ailleurs, on est en train de transférer cette manière de voir les choses à des collègues européens dans le cadre d'un programme. Donc, on devra avoir dans quelques mois un début de commencement de scénario Megawatt, avec la sobriété en premier pour toute l'Europe. Et le dernier point du sceptique, c'est sur la production, on va privilégier toujours les énergies de flux, donc en gros les énergies renouvelables, qui sont toutes originaires du soleil, sauf la géothermie, plutôt que des énergies de stock qui vont avoir tendance à s'épuiser et à polluer, changement climatique, pollution de l'air, etc. Sur cette base-là, on a été un peu plus loin de la sobriété. C'est juste pour vous en parler, on ne va pas regarder en détail, mais on va un peu plus loin que simplement cette sobriété, qui est un peu un mot valise aujourd'hui. On définit 3 types de sobriété, que vous avez ici rapidement décrit, vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations sur le site, je ne vais pas m'étendre. De même sur l'efficacité, on définit plusieurs types d'efficacité. Alors c'est pas pour être normatif, c'est pour donner à comprendre que ces choses peuvent être faites de différentes manières, mais poursuivre un même objectif et être mesurable dans la logique d'un scénario qui est quand même quantifié. Alors, pourquoi les énergies renouvelables? Alors, la sobriété, l'efficacité, c'est assez évident. Pourquoi choisir des énergies renouvelables? Si on prend ce cube-là qu'on ressentit ici, le petit cube, ça représente tout ce que l'humanité consomme pour tous ses usages énergétiques pendant 1 an. D'accord? Notre système énergétique aujourd'hui, c'est là, il repose sur des ressources qui sont des ressources connues, mais qui sont en quantité limitée. Ici, l'uranium, vous voyez que c'est pas, ça c'est 1 an, donc même si on imaginait
alimenter l'humanité en totalité nucléaire, il n'y en aurait pas pour longtemps. Il y a des problèmes de ressources concrètes sur l'uranium. Il y a des problèmes de ressources aussi sur les énergies fossiles à proprement parler. L'uranium n'est pas une énergie fossile à proprement parler, c'est une énergie fissile, mais qui est dans les sous-sols de la Terre en quantité limitée. Et pour ce qui est des énergies fossiles, elles, il faut arrêter de les émettre, c'est à cause du changement climatique. Il y en a quand même des réserves relativement importantes, notamment pour le charbon, c'est de l'ordre de quelques siècles. Mais on voit bien que, contrairement à ce que M. Jean-Paul Lucie a dit il n'y a pas longtemps à la radio, il ne faut pas attendre qu'il n'y en ait plus pour arrêter d'en consommer. L'enjeu de l'humanité, c'est de laisser ces ressources qui sont très précieuses, comme le pétrole, c'est une quantité d'énergie absolument extraordinaire que la nature a mise là. D'ailleurs, c'est le soleil à l'origine. C'est la décomposition des matières organiques dans les sous-sols, grâce à la photosynthèse sur les temps géologiques de centaines de millions d'années, qui a créé le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Donc c'est une forme de stockage d'énergie solaire, mais c'est aussi une forme de stockage de carbone, et c'est en lâchant le carbone qu'on se pose des problèmes. Donc ça, il faut le laisser dans le sol. Et du coup, la seule solution qu'on a en réalité, c'est les énergies renouvelables, parce que le soleil, ici, le grand cube, c'est l'énergie solaire que la Terre reçoit en un an du soleil. C'est 10 000 fois, en fait, 10 000 fois entre le petit cube et le grand cube. La Terre reçoit chaque année du soleil 10 000 fois la consommation d'énergie de toute l'humanité pour tous ses usages. C'est tous les ans, c'est renouvelable. Donc ça, c'est déjà une bonne raison d'utiliser en priorité les énergies renouvelables. Il y en a une deuxième qui est économique, c'est qu'elle coûte de moins en moins cher. Ici, vous avez 3 schémas, ça c'est un site international qui relève les données. Là, c'est la baisse du prix du photovoltaïque en fonction de la puissance installée. Ici, c'est les prix, ici, c'est la puissance installée. C'est vertigineux. Ici, c'est l'éolien terrestre. Ici, l'éolien offshore. Ici, le charbon, qui reste à peu près au même coût. Il n'y a pas de gain d'efficacité, on va dire, au fur et à mesure que ça se développe. Là, c'est des gains d'efficacité. Et à l'inverse, le nucléaire ici, qui ne fait qu'augmenter ses coûts. C'est pas par hasard. C'est parce que, côté renouvelable, il y a des gisements de baisse des coûts qui sont intrinsèques aux technologies. Comme on peut noter, je pourrais revenir par exemple en 3 heures, donc je ne vais pas le faire. Alors que le nucléaire, à l'inverse, à chaque fois qu'il y a un incident, qu'il y a un Fukushima, sur un Tchernobyl, on va renforcer les normes de sécurité, et heureusement, parce que ces accidents-là n'auraient jamais dû arriver. Comme ils sont arrivés, on regarde ce qui s'est passé, il va faire en sorte qu'ils n'arrivent plus, ça veut dire qu'on augmente les normes de sécurité. Typiquement, l'EPR a une enceinte de confinement de plus que les réacteurs classiques, et d'ailleurs, l'EPR2, on en sait le mouvement en ce moment, l'idée, pour en faire moins cher, parce que ça va être quand même très cher, le PR, ça va démarrer, coûte très cher, et bien c'est d'enlever une de ces enceintes de confinement. Donc le seul moyen de nucléaire dont on passe ses coûts, c'est de jouer à la baisse sur la sécurité et la sûreté. Alors ça vaut pour le coût de production des énergies sorties de centrales. Ici, ça a été analysé par un laboratoire du CNRS, ça s'appelle le CIRED, et par l'ADEME, en ajoutant les coûts d'adaptation du réseau, les coûts de stockage, de pilotage, etc. Et on se rend compte, alors ici, c'est entre 100% de renouvelables ici et 40% ici, on voit que le coût total est à peu près équivalent à horizon 2050. Alors, c'est la même dans les hypothèses, le scénario, enfin, c'était pas un scénario à l'époque, c'était une plus spécifique. Et le CIRED, pareil, à horizon de 30 ans, a pris en compte des évolutions du coût de production des énergies et de tout ça. Donc, ici, vous avez le coût du stockage. Ça apparaît ici, c'est une toute petite partie par rapport au coût de production. Donc on a des raisons aussi économiques. Et l'intérêt aussi de la renouvelable, c'est que les coûts n'augmentent pas. Mais, notamment, si on parle d'électricité, l'éolien et le solaire, tout le coût c'est au départ, après c'est la maintenance, un peu plus pour l'éolien que pour le photovoltaïque, mais on ne risque pas d'avoir des crises créées par les guerres à l'autre bout de la planète, ou des marchés de l'électricité qui sont mal fichus parce qu'ils ne sont pas basés sur les principes physiques. Voilà, un coût de production ici, et coût complet, si la DNRF, la CNRF. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que l'humanité s'est développée à partir des énergies renouvelables, des matériaux renouvelables, jusqu'à découvrir ce miracle des fossiles. Encore une fois, la densité d'énergie qu'il y a dans un litre de pétrole, il suffit de pédaler pour essayer de produire ce qu'il y a dedans, c'est 16 à 20 kWh, c'est énorme. Donc, ça a permis le développement, le progrès, comme on dit, de l'humanité, mais on arrive à un plafond. Maintenant, il faut redescendre. En termes de consommation, il faut revoir nos besoins grâce à la sobriété et l'efficacité et remplacer tout ce qui est le flux, que ce soit l'énergie ou matière première, par le plus possible des sources renouvelables. Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche. La différence entre ici et là, c'est que là, maintenant, on a les technologies.
que ce soit pour la production avec le solaire éolien par exemple, que ce soit aussi dans le bâtiment par exemple, quand on parle de matériaux biosourcés à la place de mettre du béton, on est aussi dans cette logique-là des matériaux renouvelables. La biomasse est une source de matériaux pour beaucoup de choses. On pourrait parler de textile ou de choses comme ça. Alors, ça c'est... Non, ça s'appelle un variable de Sankey. C'est en 2019, c'est tout, nous tous, ce pourquoi on utilise de l'énergie qui est ici, avec 3 usages. La chaleur en premier, qui est le plus important, qui est à peu près la moitié de nos consommations en France. La mobilité, qui est un gros tiers de nos consommations, dont 2 tiers pour la mobilité des personnes et 1 tiers pour la mobilité des marchandises. Et ici, l'électricité spécifique. C'est ce qu'on ne sait pas faire autrement qu'avec l'électricité. Typiquement, le chauffage électrique, il est ici parce qu'on parle des besoins, des usages. Nous, ça c'est une constante aussi. C'est à quoi ça sert. Encore une fois, on n'a pas besoin d'énergie, donc il faut partir des usages. Donc c'est là qu'on part. Et ici, donc c'est toute l'organisation du système énergétique français en 2019. On ne va pas le détailler, vous pouvez le faire sur Internet, c'est passionnant. Avec ici les sources primaires, donc tout vient de nos énergies. Ici, c'est le pétrole qui alimente essentiellement. Alors, ça passe ici, c'est ici la mobilité. Des personnes et des camions. Le gaz qui va alimenter essentiellement le bâtiment dans l'industrie résidentielle et tertiaire. Le nucléaire qui va alimenter principalement les petits oiseaux, parce que les pertes de rendement, c'est le rendement de carbone, ça ne peut pas dépasser 37%, 35% de rendement. Le reste, ça part en chaleur dans les rivières ou dans l'air. C'est par rapport à l'énergie primaire qui est ici, c'est la chaleur dégagée par l'uranium. Et ici, vous avez toutes les énergies renouvelables, avec le bois, qui est relativement important, l'hydraulique qui est ici, et puis un tout petit peu de solaire et d'éolien. Donc ça, c'est le point de départ. Et un scénario, c'est quoi? C'est partir de ce point de départ, appliquer la démarche mégawatt chaque année, dans chaque secteur, pour réduire l'empreinte générale de notre système énergétique. Alors ce scénario mégawatt, il s'occupe de transition énergétique en tant que tel. Donc on en est à la 5e édition, le premier est au début des années 2000. Ça a beaucoup progressé en termes de méthode, en termes aussi de données, de sources. Et cette année, il y a une nouveauté, c'est qu'on a réfléchi en empreinte carbone. Ça veut dire que dans les négociations internationales, le bilan carbone des États, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites chez nous. Ça s'appelle le cadastral, en France. Ça comprend nos émissions à nous, les émissions des entreprises, mais ça comprend aussi les émissions des entreprises pour l'exportation. Par contre, ça ne contient pas les émissions des entreprises pour les importations. C'est-à-dire que si on ajoute à nos émissions nationales, on retire ce qu'on exporte, et qu'on ajoute ce qu'on importe, on multiplie par presque 2 notre empreinte carbone. Parce que beaucoup d'objets qu'on consomme sont fabriqués en Chine ou ailleurs, il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Donc raisonner en empreinte carbone, c'est une grosse contrainte. On a été les premiers à le faire, et on s'est donné un VRLP. Donc c'est compliqué la vie, mais c'est pour tenir compte de quelque chose qui est absolument indispensable à avoir en tête, parce que la délocalisation de l'industrie, de toute façon, a permis de baisser l'empreinte carbone, de ne pas reprendre justement les émissions nationales, mais ça veut dire qu'on les cache sous le tapis, et ça, c'est pas possible dans un monde qu'on voudrait un peu plus durable. Alors ce scénario énergétique, il est couplé à un autre scénario, ça c'est une nouveauté 2022 aussi, Megamat. On a regardé ce qu'on met en œuvre, que ça va chercher comme matière première, comme ressource autre que l'énergie. Et pareil, avec une logique d'empreinte. Et enfin, troisième brique, c'est le scénario AFTER. Alors lui, qui est un scénario qui est fait par une association qui est à Toulouse, qui s'occupe d'alimentation, d'agriculture, d'usage des sols, de forêt, etc. Et qui nous permet, par un couplage, de récupérer tout ce qui concerne l'énergie de la biomasse. Les bioénergies, qui sont issues de l'agriculture ou de la sylviculture, etc. Donc c'est un sous-ensemble. Et aussi, on parle un peu d'alimentation, parce que le régime alimentaire, pour nous, c'est pas de l'énergie, mais ça a un impact important sur le changement climatique. Donc voilà la logique systémique dans laquelle on s'inscrit, de façon à essayer de voir tous les aspects du problème. Alors, si on descend par secteur, on va le passer très rapidement dans le bâtiment. Le gros enjeu, c'est pas le neuf. Le neuf, on sait faire des bâtiments qui ne consomment pratiquement rien, on sait faire des bâtiments passifs, où il n'y a même plus besoin de chauffage à l'intérieur. C'est la chaleur des personnes et les pertes des appareils électriques, ou enfin des appareils en fonctionnement, et les apports passifs qui vont permettre de chauffer. Mais le renouvellement, c'est 1% par an, donc il faudrait même plus que 100 ans pour y arriver. Donc le gros sujet, c'est évidemment le patrimoine bâti. On a 34 millions de logements et 30 millions de mètres carrés de bâtiments tertiaires à rénover au niveau BBC. BBC, c'est une norme qui est dans le neuf. Et si on veut arriver aux objectifs de neutralité carbone, il faut arriver à amener tout le monde à ça. On ne va pas résoudre les monuments historiques, il y a des exceptions, mais en gros c'est ça le chantier. Et ce qu'on voit, alors ça en parle beaucoup depuis longtemps,
mais ça n'avance pas à la vitesse qu'il faudra. Ici, c'est les objectifs que la France s'est donné en bleu dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, le nombre de logements qu'il faudrait rénover au niveau BBC par an, et voilà ce qu'on a été capable de faire pour l'instant. Le problème reste entier, il devient de plus en plus urgent parce qu'aujourd'hui, si on veut y arriver, il faudrait passer 33 000 logements rénovés au niveau BBC à 800 000. Quand on en parlait il y a 10 ans, c'était plutôt 300 000. Donc plus on traîne à attendre de mettre en place des politiques très offensives sur ce sujet-là, qui en plus ont un impact social important, on peut sortir de la précarité avec sa rénovation thermique, etc. Je ne fais pas le dessin, je pense que vous le savez, mais plus on tarde à mettre en place des politiques à la hauteur des enjeux, plus ça devient compliqué, parce que plus il faut faire de rénovation, plus il faut avoir des dispositifs coercitifs, et plus il faut arriver à former des gens dans le bâtiment, parce que les métiers de la rénovation, ce n'est pas les mêmes métiers que dans le neuf. Voilà, ça c'est les gros enjeux du bâtiment. Sur la mobilité, il y a plusieurs leviers. Le premier, c'est la sobriété. Donc ici, on prévoit une réduction de kilomètres parcourus de 17 000 à 14 000. Ils ont des 3 000 km, c'est sûr que vous n'avez pas besoin de faire. C'est la moyenne de ce qu'on parcourt chacun en France. Donc ça peut être du télétravail, ça peut être du rapprochement du plan d'urbanisme entre les différentes fonctions, ça peut être, voilà, l'aménagement de l'espace, etc. Là, il n'y a rien de division par deux. Rien, c'est un gros problème. Aujourd'hui, c'est pas énorme en pourcentage, mais ce qui est très inquiétant, c'est que la vitesse à laquelle ça augmente. Ça a été partiellement stoppé par le Covid, mais ça a reparti à la hausse, et ça, c'est pas bon du tout. Donc, on prévoit de revenir en gros à l'aviation des années 90. Pour les têtes blanches qui se rappellent de cette époque-là, c'est qu'on se déplaçait quand même un peu en avion, mais c'était réservé à certains, pas à tous. Et de toute façon, aujourd'hui, il y a quelques pourcents de la population mondiale qui se déplace en avion. C'est un privilège. Le taux de remplissage des véhicules, alors on n'est pas non plus en Union soviétique ou en Chine, c'est passé de 1,6 à 1,8 en moyenne. Réduction de la vitesse, ça c'est quelque chose de vraiment très très important. Avec les 19 degrés, c'est les deux mesures de sobriété qui devraient être prises sans réfléchir, parce que les impacts en termes de baisse des émissions sont vraiment gigantesques. Toutes les autres mesures, réglage des bâtiments, etc., de sobriété sont évidemment aussi à prendre, mais ce sont plein de petites mesures qui ont des petits effets. Celles-là, c'est deux grosses mesures qui ont d'énormes effets. Voilà, et puis report modal, je pense que c'est évident. Voilà ce que ça a donné depuis, si on prend une base 100 en 94, voilà, il n'y a rien qui se développe très fort, la voiture le train qui augmente un peu aussi bien, la voiture qui reste stable. Le Covid, voilà ce que ça a fait, le Covid, hein. Vous vous rappelez qu'on n'a pas bougé de chez nous pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et ce que ça a donné, c'est qu'on est revenu, et ça c'est ce qu'il faudrait faire quasiment tous les ans, hein, la baisse qu'il y a eu en termes de gaz à effet de serre. Et c'est reparti à la hausse. Donc voilà les enjeux sur la mobilité. Troisième levier, remplacer le pétrole par autre chose. Et cette autre chose, il faut faire le deuil qui est une seule solution. Il n'y a pas. Alors si on a vu, on l'aurait fait déjà plus longtemps. Donc il y a plusieurs vecteurs, comme on dit, qui peuvent se prêter à ça. Parce qu'il faudra continuer à se déplacer. Alors évidemment, il y a des gens, les énergies humaines doivent faire du vélo ou du patin à roulettes. Mais pour les autres véhicules, il y a l'électricité, l'hydrogène ou le gaz renouvelable. Les trois ont des avantages et des inconvénients, des limites et des endroits où ça va bien, des endroits où c'est plus compliqué. Je ne veux pas détailler non plus, mais voilà, c'est vraiment avoir ça en tête, qu'il n'y a pas une solution toute seule qui va remplacer tout. La plus compliquée, ça reste l'hydrogène. Donc pour la mobilité, on est très réticents sur l'hydrogène de mobilité pour des tas de raisons, réseau de distribution, risque, coût, etc. S'il y en a, on la réserve plutôt à typiquement des TER qui passent régulièrement dans le coin et qui ne sont pas électrifiables, ou des bateaux, ou des choses comme ça, donc des gros objets, plutôt des véhicules de grosse taille en environnement industriel. Et pour le reste, l'électricité, gaz renouvelable, donc c'est la même molécule que le gaz naturel, hein, c'est du métal, simplement il n'est pas d'origine fossile, il est produit par différentes sources renouvelables. Donc voilà, c'est ce qui donne. En 2050, si on regarde les voitures individuelles, 60% en électrique pure, notamment les petits parcours en ville, etc. 25% en hybride rechargeable. Donc, alors, de notre point de vue, c'est une erreur. Par exemple, l'arrêt des moteurs thermiques en 2035 par la Commission européenne, c'est une erreur. Je pense qu'ils vont revenir dessus. Parce qu'il faut qu'on puisse avoir des hybrides, même si on favorise l'électricité. Voilà. Il y a aussi des véhicules plus petits. Il y a beaucoup moins de SUV. Alors, ça s'achète, c'est interdit à l'avant, les SUV. Même avant, j'espère. Voilà, en tout cas, l'électricité a quand même une part du lion avec une partie rechargeable, notamment pour les grands trajets. Le GNV, donc le gaz naturel renouvelable, 11%, l'hydrogène marginal 4%, je ne sais même pas si on aura pu la laisser dans
C'est les véhicules et les véhicules légers, les camionnettes aussi. Et pour les camions, enfin les poids lourds, là, à l'inverse, on a vraiment une présence très importante du méthane, parce que c'est beaucoup plus adapté. D'abord parce qu'un camion qui roule à l'électricité, il ne transporte que des batteries, ou il y a des caténaires, on ne peut pas en mettre partout, sinon on ne peut pas en mettre dedans. En termes de réseau aussi, c'est compliqué. Alors que là, le gaz, c'est une motorisation très connue. Il y a des camions, il y a notamment Iveco, qui est un fabricant italien, qui est en surétagère, ça coûte moins cher qu'un diesel aujourd'hui. Les transporteurs routiers passent enfin en tout cas, alors, avant la guerre, on verra ce que ça va. En tout cas, il y avait une tendance, l'ADEME pousse ça d'ailleurs, à passer des flottes de poids lourds, de transporteurs routiers, au gaz, au GNV, qui entre-temps deviendra bio. Voilà. C'est ça l'idée. Donc 75%, un peu d'hydrogène et un peu d'électrique. L'électrique, c'est essentiellement le transport en commun, le train, etc., le TGV, tout ça, c'est l'électricité. Voilà pour la mobilité. L'industrie de la consommation, là, c'est un peu plus compliqué. Bon, on a posé le sujet cette fois, parce que si on relocalise ce qu'on souhaite tous, notamment des usines de fabrication de panneaux solaires ou d'éoliennes, pourquoi pas, eh bien, on se tire une balle dans le pied, puisque, alors là, on raisonne pas en empreinte, mais en tout cas, en empreinte carbone, mais en tout cas en consommation d'énergie, on augmente en consommation d'énergie, même si c'est avec des procédés économes. Mais en face de ça, il y a des actions à mener. Alors derrière ça, il y a des choses précises, je ne vais pas vous détailler, mais que ce soit en termes de sobriété, le recyclage évidemment fait partie. Ça, c'est l'efficacité, l'intensité énergétique pour arriver à diviser par 2 la consommation d'énergie dans l'industrie, tout en électrifiant la sidérurgie. Enfin, aussi travaille beaucoup sur les transferts de technologies à l'intérieur des secteurs. Tout ça est un ensemble assez cohérent. Et d'ailleurs assez cohérent avec les travaux de l'ADEME ou d'autres. Et on a travaillé avec eux en plus. Sur l'agriculture et l'alimentation, tous ces sujets plutôt bio, voilà, les 6F, c'est facile à se rappeler. Il faut les 6 fonctions sont importantes. La plus importante, c'est probablement celle-là. On oublie, on pense l'agriculture égale alimentation. En réalité, le plus important, c'est les sols vivants. Les sols vivants pour l'agriculture qui peuvent produire, c'est un héritage qu'on a eu de génération d'agriculteurs, de nos ancêtres ou pas, qui nous l'ont légué. Et avec les méthodes agricoles qu'on a aujourd'hui, on rend le sol peu vivant, ce qui pose des problèmes de pollution, etc., ce qui pose des problèmes de stockage de carbone. Parce qu'un sol vivant, il est capable de stocker du carbone. Un sol mort qui est labouré, qui est plein de pesticides et d'herbicides, il n'est pas capable de ça. Et du point de vue du changement climatique, ça a aussi une importance. L'énergie, c'est vraiment marginal. On ne fait de l'énergie qu'avec les déchets, les coproduits des autres. Par exemple, il n'y a pas dans le 100 MW, on n'utilise que les connexes de bois, de la forêt. On utilise, enfin, les arbres, quand on les coupe, il y a la moitié à peu près qui est du bois d'œuvre, et l'autre moitié qui est utilisée en bois à énergie, mais c'est connexe. De même, il n'y a pas de culture énergétique, il n'y a pas de surface dédiée à des cultures qui ne servent qu'à l'énergie. Par contre, entre 2 grandes cultures, dans les plaines, on va mettre ce qu'on appelle des cultures intermédiaires à vocation énergétique. On va couvrir le sol, ce qui est une très bonne chose d'un point de vue agronomique, avec des plantes qui poussent rapidement et qui, une fois qu'elles sont grandes, avant de mettre la culture, on les coupe et on peut faire du biogaz avec. Mais c'est pas la terre sert à la production classique, simplement entre 2 cultures. C'est une technique d'agroécologie qui est tout à fait intéressante. Et puis les autres, je ne les commenterai pas, elles sont assez bien. Donc voilà, sur l'aliment donc les défis pour l'agriculture, c'est séquestrer, ce que je disais, le sol est ce qu'on appelle un puits de carbone dans le jargon. Il faut travailler les sols de manière qu'ils deviennent vivants pour pouvoir conserver, capter, nous aider à capturer le CO2 qu'on a relâché dans l'atmosphère. Substitution de l'énergie produite, notamment à travers le biogaz agricole, 140 TWh, c'est énorme le gisement. L'atténuation, ça c'est pour limiter les effets du gaz à effet de serre, par des modes agricoles, notamment dans les prairies, ombragées, des prés ombragés, replanter des haies, des choses comme ça, des fonctions de diversité, des fonctions aussi de lutte contre les effets. Adaptation, oui, c'est réduire la vulnérabilité, et puis restauration, donc c'est la biodiversité, la c'est le fait que ça nous sert à la vie, en fait, c'est aussi à prendre en compte. Voilà les 5 grands enjeux de l'agriculture. Et maintenant, on va passer à la production. Production d'électricité en premier, bien que ce ne soit pas nécessairement la plus importante. Évidemment, vous l'aurez deviné, il y a beaucoup d'éolien dans 100 MW, il y a aussi beaucoup de photovoltaïque. Donc là, les chiffres sont à regarder. 300 TWh, aujourd'hui en France, on produit 550 TWh. Enfin, on produit quand les centrales nucléaires marchent. En ce moment, on produit beaucoup moins. Mais c'est la consommation française, c'est à peu près 400 TWh par an. Vous voyez, l'éolien
est capable de produire ça en 2050. Le photovoltaïque, à peu près à la moitié, une surface, une puissance installée importante. Il y a un élément, l'éolien, c'est 18 500 éoliennes en France en 2050 en mégawatts. Aujourd'hui, il y en a presque 9 000 qui fonctionnent. Donc c'est un doublement du nombre d'éoliennes terrestres sur le territoire français. C'est pas un envahissement de tout le paysage avec des éoliennes partout. Et avec aussi, et ça c'est en train de se discuter à l'Assemblée nationale d'ailleurs, des manières de répartir ce type d'installation, pas tout dans la même région. Aujourd'hui, c'est 2 ou 3 régions françaises qui font la moitié de la production éolienne, notamment les Hauts-de-France et le Grand Est. Nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, on n'en a quasiment pas. Et on devrait en avoir parce que c'est vraiment cet hiver, on va regretter de ne pas avoir ces éoliens quand il y aura des risques de coupure. Il n'y a pas assez d'éoliens en France aujourd'hui, RTE le dit. Donc il faut en mettre, et c'est pas non plus une invasion. Aujourd'hui, il y en a 30 000 en Allemagne, pour comparer. Il y a aussi, alors, et l'éolien en mer flottant, c'est une opportunité industrielle pour la France qui, pour le coup, sur cette filière-là, n'est pas en retard. C'est un scoop, parce que pour toutes les autres filières renouvelables, que ce soit l'éolien terrestre ou photovoltaïque, la France a choisi de ne pas les développer. C'est pas parce que les Allemands sont méchants, c'est parce qu'on a décidé, je pourrais vous raconter les détails si j'avais le temps, de ne pas les développer. Mais là, on a vraiment une chance, et c'est ce qui se passe en Asie, dans les ports, notamment les chantiers navals, etc. La France a bonne carte à jouer. Dans le photovoltaïque, donc des puissances importantes, dans le photovoltaïque, il y a vraiment beaucoup de potentiel. On n'a pas besoin d'aller sur des terrains agricoles, des terrains protégés, etc. Même s'il peut y avoir des parcs au sol, mais ça peut se faire dans des conditions qui ne sont pas trop impactantes sur la biodiversité, par exemple. Il y a largement la place, parce que nous, on a un potentiel, on produit 185 TWh. L'ADEME a estimé dans l'étude de 2018 qu'avec 450 TWh de potentiel en France. Donc on peut choisir, ça c'est une répartition indicative entre les parcs au sol différents, les bâtiments, les grands, les petits, etc., les ombrières. D'ailleurs, dans la loi d'accélération qui est en train d'être discutée, il va y avoir des obligations, par exemple, d'équiper les parkings. Pour l'instant, c'est 80 places d'ombrières. Il va y avoir aussi des obligations pour les collectivités locales d'équiper, ou en tout cas d'avoir un plan d'action d'équipement systématique de toutes les toitures, des choses comme ça. Donc, voilà, parce que l'avenir de photovoltaïque, de toute façon, sera très présent. Pas de nucléaire, par contre. On est sur une logique 100%, résolument 100% renouvelable, parce que le nucléaire n'est pas une énergie soutenable, une énergie de développement durable. Il répond très mal aux enjeux, aux 17 enjeux dont je vous ai parlé, de développement durable, à part sur le changement climatique, mais sur les autres enjeux, il répond très mal. Je vous laisserai le regarder en détail. Le système électrique 100% renouvelable, il est possible d'un point de vue technique, d'un point de vue ressources. RTE ne dit pas autre chose. Dans son étude de fin de 2021, qui est publiée juste avant 100 MW, alors il y a un bruit de fond qui dit, des gens qui disent ouais, RTE nous dit qu'on ne peut pas se passer du nucléaire. C'est absolument faux. C'est vrai. Non. RTE dit qu'un centre renouvelable est possible sous certaines conditions. Il n'y a aucun scénario de RTE où il n'y a pas de renouvelable. RTE a fait 2 familles de scénarios. Une famille avec du renouvelable maintenu ou augmenté, et une famille sans nucléaire à terme. Donc il y a le renouvelable qui est constant, il y en a plus ou moins selon les scénarios. Le nucléaire, il y a des scénarios avec 50% de nucléaire, des scénarios avec 0% de nucléaire. Donc ça marche d'un point de vue technique, c'est ça l'important, c'est pas le choix qu'on peut avoir, on peut en discuter. Mais en tout cas, la faisabilité technique de 100% renouvelable est établie, notamment en cas de forme de recherche. RTE a publié là-dessus, avec l'AU d'ailleurs pas mal de choses. Les techniques aujourd'hui existent, il faut arriver à ça, il faut les développer, les adapter, mais on a le temps de le faire parce qu'on est très loin de l'horizon. Enfin, l'éolien photovoltaïque sont beaucoup plus rapides à mettre en œuvre. Un projet, une ferme éolienne aujourd'hui, en France, c'est 8 ans. Dans les autres pays, dans les pays voisins, c'est 4 ans de développement, le temps de le faire. La loi d'accélération devrait permettre de réduire cette durée qui est essentiellement due à des contraintes administratives, dont certaines sont discutables. Bien entendu, il faut que ce soit encadré, bien entendu, par la biodiversité, le bruit, le paysage, etc. Mais on peut accélérer, on peut faire mieux. Le photovoltaïque aussi, c'est très rapide à mettre en œuvre. Donc voilà des raisons pour privilégier les renouvelables. Alors le bilan, on va bientôt finir. On partait de là. Avec nos efforts de sobriété, d'efficacité, on a réduit ici de moitié quasiment la consommation d'énergie, alors on parle d'énergie finale. Et ici, on a divisé quasiment par 3 la consommation d'énergie primaire. Donc, on ne va pas refaire tous les flux. Vous voyez qu'ici, il n'y a plus d'énergie fossile, il n'y a plus de nucléaire non plus. Et il y a une grande diversité d'énergie renouvelable avec, entre les deux, des systèmes, notamment de stockage ici, à travers l'hydrogène, à travers les batteries, les stations de pompage, turbinage, etc. Tout un mécanisme qui permet d'équilibrer, pas seulement le système électrique, mais l'ensemble du système énergétique
pour répondre à nos besoins, avec donc de l'électricité, qui est très importante. D'ailleurs, voilà, on fait, ça doit être ça. Non, ça c'est les émissions de gaz à effet de serre. Non, j'ai pas pour l'électricité, fait 44% de la consommation, et le gaz renouvelable fait 19% de la consommation d'énergie en 2050. Le reste, c'est la chaleur de l'environnement, les pompes à chaleur, c'est les réseaux de chaleur, etc. Alors, le bilan en émissions de gaz à effet de serre, on a fait un bilan a posteriori, on réduit, on divise par 9 tout ce qui est consommation d'énergie en tant que telle, de fossiles, l'émission de CO2. Les sols dont je vous ai parlé, on stocke plus de carbone, on augmente les puits de carbone, ce qui nous permet d'atteindre la neutralité carbone en 2047. Alors, ça pourrait être 2045 ou 2052, c'est pas très important. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec les efforts qu'on fait, de notre côté, on divise par 2 la consommation d'énergie finale, encore une fois, et on substitue tout un tas d'énergie avec des renouvelables. On arrive tout juste à la neutralité carbone. Donc, on a souvent été considéré comme un scénario extrémiste, mais il faut se rendre compte que c'est des efforts importants, mais c'est faisable. Un effet sur l'emploi très positif, alors ça, c'était une étude qui a été faite par un laboratoire du CNRS, c'était le CIRES-CNRS, qui a passé la moyenne vers le scénario de l'ADEME et 50 MW pour voir ce que ça faisait en termes d'emplois détruits, d'emplois créés, les emplois induits, enfin toute une mécanique scientifique, on va dire, qui nous dit qu'on a une création d'emplois net totale de 600 000 à la fin de la période. Voilà, j'ai fini sur 100 MW. Si vous le souhaitez, parce que vous avez déjà vu quelque chose de l'ADEME, pour donner des repères, peut-être. Marc, je pense qu'on va un petit peu laisser la possibilité à la salle de s'exprimer, mais s'il n'y a qu'une slide, allons-y. Voilà. C'est juste cette slide-là. Vous avez vu. Voilà. Vous avez vu l'ADEME ici. On a un point commun avec l'ADEME, c'est qu'on est tout secteur, tout usage. Vous allez les avoir dans tous les sujets. Par contre, nous, on a une différence avec l'ADEME, c'est qu'ils ont 4 scénarios. Vous avez vu S1, S2, S3, S4. Donc ils vont d'un scénario, on va dire, quasi décroissant à un scénario ultra technologique, et chacun un peu retrouvé. Nous, on assume qu'on n'a qu'un scénario, parce que notre objectif, c'est pas de faire discuter sur lequel est le mieux et pas de faire discuter de cela, c'est de dire il y a des décisions à prendre, typiquement sur la rénovation du bâtiment, typiquement sur la mobilité, typiquement dans les énergies renouvelables, il faut les prendre, et celles-là, il faut les prendre à fond, c'est sans regret. Et si on les prend pas à fond, le choix entre les S1, S2, S3, S4, ça arrive d'être un peu philosophique. Néanmoins, c'est des travaux très intéressants pour nous, l'ADEME, très enrichissants. Et RTE, eux, ils ont donc fait 3 scénarios du nucléaire et sans nucléaire. Il y a une grosse différence, c'est sur les consommations qu'on évalue. Nous, on baisse la consommation totale. L'ADEME hésite, par rapport aujourd'hui à 930. Le RTE se réfère à la SNDC, alors c'est l'ancienne qui est à 930, mais à l'intérieur de ça, il y a beaucoup d'électricité. Il y a trop d'électricité, à notre point de vue, dans les salons de RTE, par rapport, parce que c'est normal, c'est que l'électricité, c'est leur métier, c'est leur modèle économique aussi, on ne peut pas leur en vouloir, mais on pense qu'il y a des limites à l'électrification, qu'il y a notamment le gaz renouvelable et la bioénergie qui sont intéressantes. Voilà, j'en aurais fini, désolé d'avoir été long, merci pour les questions. Merci beaucoup, Marc. Je vous propose de laisser la parole à la salle, donc les personnes qui veulent s'exprimer, si possible, se lèvent, donnent leur nom, la collectivité qu'elle représente et pose sa question par remarque. Je vous en prie, je crois avoir déjà fait. Bonjour. Bonjour. Nicolas Barla, Métropole de Lyon. Donc déjà, merci pour vos travaux et tout ce que vous faites. Vous avez apporté une grosse plus-value sur tout ce qui est sobriété, efficacité et comment faire pour réduire les consommations d'énergie. En particulier, votre plan de sobriété est très intéressant, c'est étudié récemment. Ma question, c'est votre scénario repose sur un certain nombre d'hypothèses assez fortes. Et donc, est-ce que vous avez une démarche de concertation pour voir est-ce que ces hypothèses sont réalistes pour un certain nombre d'acteurs, comme RTE l'a fait avant de lancer ces scénarios? Et est-ce que vous avez fait une analyse de risque, une analyse de sensibilité pour voir si certaines de ces hypothèses ne marchent pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on occupe trop de sol? Est-ce qu'on continue à faire du pétrole? Voilà. Parce que en fait, la grande conclusion, c'est que vous dites, voilà, il n'y a pas besoin de nucléaire, donc les deux dans le nez, on peut s'en sortir. Mais bon, est-ce que c'est fait à 100% ou est-ce que c'est un pari risque?
Alors d'abord, on a beaucoup travaillé avec RTE, notamment ils sont venus nous chercher au début, parce que RTE fait de la prospective depuis moins de 10 ans, ils n'en faisaient pas du tout avant. Et au tout début, ils sont venus nous chercher parce qu'ils ne savaient pas du tout comment chiffrer la capacité de baisse de consommation d'électricité chez les ménages, par exemple. La machine à laver de cette année ou dans 15 ans, c'était pas capable. Donc on a depuis ce temps-là des échanges très importants avec RTE. Moi j'ai personnellement suivi tous leurs travaux, qui sont d'une rigueur scientifique incontestable. Et justement, leurs conclusions, il y en a beaucoup qu'on partage avec eux. Et notamment, encore une fois, cette histoire de faisabilité du 100% renouvelable, ils disent bien qu'il y a des conditions. Il y a des conditions d'accès au crédit, il y a des conditions de développement, etc. Et c'est dans ça qu'on s'inscrit. Et nous, on dit, puisqu'on sait faire et qu'on peut évaluer les coûts, on sait que ça coûtera moins cher que d'autres versions, on pense que le nucléaire est un boulet. On ne dit pas qu'il faut le fermer tout de suite. On dit simplement que les centrales nucléaires qui étaient prévues de vivre jusqu'à 30 ans, on commence à plonger à 40 ans. Nous, le séance précédent, on a arrêté à 40 ans, parce qu'on pense que c'est la limite d'âge d'une nucléaire, d'une centrale. Ça s'use un appareil comme ça. Là, on ne peut plus. Dans ce nouveau scénario, on en prolonge quelques-unes jusqu'à 50 ans pour justement éviter des risques de pénurie, etc. Donc, à chaque fois qu'on fait un scénario, on en fait tous les 5 ans, on regarde. Par exemple, on ne considère pas l'EPR. Pour nous, l'EPR, on pense qu'il ne faut pas le démarrer. On continue à le dire, même si c'est des coûts échevés, même si c'est des milliards d'euros perdus, il vaut mieux pas le démarrer parce que les embêtements qu'on va avoir en démarrant plutôt qu'en l'arrêtant, les Allemands vont faire. En Allemagne, il y a des réacteurs qui n'ont jamais démarré. Ça a été des coûts échoués, ils ne s'en sont pas plus mal tirés. Il vaut mieux ça que le démarrer, pour des raisons industrielles, des raisons de déchets, etc. Et les EPR2 dont on nous parle, nous on pense que c'est pas du tout là. D'abord, ils n'existent pas, ils existent sur le papier, hein, il n'y a pas de dossier déposé. Vu l'expérience de l'EPR, ça va être très long. Et aujourd'hui, si on met des dizaines de milliards d'euros dans une nouvelle génération de centrales nucléaires, dont on nous dit qu'elles seront là en 2040, 2035, 2040, peut-être 2045, on ne sait pas. D'ici là, il y aura eu 0 TWh bas carbone qui auront été ajoutés en France grâce au nucléaire. Les renouvelables, on aura ajouté des dizaines, voire des centaines d'ici là. Donc il y a aussi un enjeu de vitesse de mise en œuvre autour de ça. Donc oui, on pense que ça peut marcher. On est nucléaristes autant qu'on peut. Et s'il y a besoin, on est raisonnable. On ne va pas empêcher les gens de s'éclairer. On assume que c'est des retards. Typiquement, la rénovation énergétique, même si on veut garder le nucléaire, c'est quelque chose qu'il faut faire absolument. C'est vraiment incontournable pour le changement climatique. Là, il faudra mieux mettre une dizaine de milliards d'euros là-dedans, c'est refusé au Parlement malheureusement, que dans des recherches sur un nucléaire 2, dont on ne sait pas s'il fonctionnera un jour, et qui encore aujourd'hui demande des dizaines de millions d'heures de travail d'ingénieurs pour faire les dessins. Voilà. Moi, j'avais une petite question dans les mobilités. Vous avez donc parlé de l'électricité, des hybrides, et l'éthanol, vous n'en avez pas du tout parlé. Alors, parce que j'ai pas fait une présentation complète, désolé. Alors, l'éthanol, déjà, vous en avez 10% aujourd'hui dans l'essence, hein, quand vous achetez, vous avez 10% de diester, c'est les biocarburants. Complètement l'éthanol, par exemple. Alors, l'éthanol à 100%, ouais. En fait, dans la mobilité, ça peut faire partie de la partie thermique, parce que j'ai parlé beaucoup du gaz, mais aujourd'hui, en tout cas, l'éthanol est compliqué. Enfin, c'est pas cher parce que c'est détaxé. Mais à produire, c'est quand même un peu compliqué. Le bilan n'est pas terrible en termes de gaz à effet de serre. Il faut quasiment un litre de pétrole pour produire un litre d'éthanol. Ça a été documenté longtemps. Ça peut s'améliorer, on n'est pas fermé là-dessus. En tout cas, les biocarburants, il y en a un petit peu dedans, dans le bilan complet. Mais nous, c'est plutôt pour les avions. Parce que l'aviation, c'est vraiment un problème. Le kérosène, c'est compliqué à remplacer. On parle d'avion hydrogène, mais ça, si ça existe un jour, c'est pas sûr, ce sera des petits avions, des courts courriers, ça ne sera pas longue distance. Et la solution qu'on voit pour l'aviation, c'est des biocarburants de deuxième génération qui ne travaillent pas avec la partie feuillue, mais avec les tiges des plantes et qui sont plus prometteuses, même si aujourd'hui, c'est encore au stade de la R&D. Mais vu leur échéance, de toute façon, on n'a pas besoin immédiatement. Donc voilà, les biocarburants liquides, comme on dit, dont l'éthanol fait partie, on les réserve plutôt à des usages spécifiques, mais il y en a. Il y en a à peu près autant qu'aujourd'hui. Alors, s'il y a d'autres questions, notre honneur, n'hésitez pas, on est là pour un droit de pas être d'accord, en plus, avec le scénario mégawatt, c'est pas un souci. Voilà, vous avez là les ressources pour vous documenter sur le site de l'association. On vous fera passer la présentation. Ou un site de la décrypte de l'énergie, c'est un peu de la lutte contre les fake news. Monsieur Basset. Claude Basset de Saint-Guillaume-en-Nord. Donc vous avez
présentez là que pour 2050 on pouvait se passer du nucléaire, ok, je ne crois pas. Mais il faut savoir que le nucléaire assure une base de production électrique en France. Or, cette base de production, comment comptez-vous l'assurer avec du renouvelable qui est par définition intermittent? Moi là, je ne sais pas faire, je ne pense pas que vous sachiez faire. Alors, si on sait faire, justement, et c'est Arthur qui dit, je me souviens de. Bon, comment? 4 ans en Allemagne, ça fait. Non, mais l'Allemagne n'est pas à 100%, si on ne parle pas de l'Allemagne. Non, mais moi je parle de l'Allemagne. Ok, moi je réponds à la question qui m'a été posée, je parle de la France. Les solutions, ça prendra un petit moment que je vous expose, mais j'ai tout un tas, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai fait un cours à l'école des mines de Saint-Etienne, je vais expliquer aux étudiants comment ça marchait. C'est via l'hydrogène, plus ce qu'on appelle le power to gas, en fait, où on fait des excédents. On a une puissance installée qui est très importante. Aujourd'hui, on a 60 gigawatts de nucléaire qui est installé. Vous avez vu, on a 99, on a 100 gigawatts d'éolien, 140 gigawatts de photovoltaïque. Ça veut dire qu'on va fonctionner une grande partie du temps, il n'y a pas de consommation en face. Et justement, l'intérêt, c'est qu'on fait l'hydrogène exprès pour l'industrie. On a besoin de décarboner l'industrie. Aujourd'hui, la France consomme, l'industrie française consomme à peu près 1 million de tonnes d'hydrogène par an qui vient du gaz naturel fossile qui est plein de carbone, donc ça il faut le décarboner. Il y a un peu de mobilité, mais il y a aussi de produire de l'hydrogène qu'on va pouvoir combiner avec du CO2, du dioxyde de carbone, pour faire du méthane. C'est une formule chimique qui s'appelle la méthanation, réaction de Sabatier. Ça, c'est des technologies qui sont des équations chimiques qui sont utilisées très couramment dans l'industrie chimique, pour le renseigner. Et ça existe avec des démonstrateurs, notamment une filiale de Engie qui s'appelle Storengy, dont le métier c'est le stockage de gaz souterrain. Vous savez, les stockages qu'il a fallu remplir avant l'hiver à cause de la Russie, là, bon, c'est Storengy qui les gère. Et eux, ils savent que le gaz fossile c'est fini. S'ils continuent à stocker du gaz russe ou algérien, c'est fini. Du coup, de même que le groupe Engie en général, ils sont sur des stratégies de gaz vert. Et ils sont en train d'expérimenter sur leur site de stockage plusieurs technologies de power to gas, hydrogène, méthanation, biologique, catalytique, etc., de façon à... Et c'est des solutions techniquement aujourd'hui sur le marché. Hein. C'est pas de la R&D, c'est de la démonstration pour connaître comment ça marche et pouvoir être en mesure, quand il y en aura besoin dans quelques dizaines d'années, quelques années peut-être, quand il y aura beaucoup de renouvelables variables sur le réseau, on aura besoin de ça. Et RTE ne dit pas autre chose hein, dans ses travaux, il prend ça en compte, y compris dans les coûts. Le coût d'équilibrage, le coût de stockage. On peut faire de l'inertie synthétique avec les onduleurs, les fluides de puissance, je ne sais pas si ça vous parle. Les onduleurs qui équipent les panneaux solaires, c'est une révolution technologique dans le monde du réseau électrique. On peut créer le réseau, on peut piloter le courant, on peut résoudre tout un tas de problèmes d'inertie, de réserve primaire, etc., d'harmonique et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, les technologies existent, l'AIE et RTE disent, elles ne sont pas développées à une échelle suffisante, on ne va pas le faire du jour au lendemain, mais on les a, c'est des certitudes, ce n'est pas des ressources technologiques, ce n'est pas des plans sur la comète. Je pourrais détailler, mais ça prendra une demi-heure. Non, mais vous parlez de, effectivement, à partir du gaz naturel, on peut très bien créer, fabriquer de l'hydrogène. Non, justement, il faut arrêter de le faire à partir du gaz naturel. Non, je ne dis pas qu'il faut le faire, je dis qu'on peut le faire, je ne dis pas qu'il faut le faire. Vous venez de dire qu'on peut décarboner le gaz naturel pour avoir de l'hydrogène. Non. Le gaz naturel fossile, on s'en sert plus. Net. Par contre, on a du biogaz. Oui. Le gaz, je vais faire un peu de chimie, désolé. Un réacteur de biogaz de méthanisation, à la fin des 3 semaines ou des 3 mois de processus de réaction, il y a à peu près 60%, c'est du méthane, CH4, c'est la même molécule que le gaz naturel fossile, on est d'accord. Et il y a à peu près 40% de CO2, c'est du dioxyde de carbone. Le rapport entre l'hydrogène et le carbone dans les matières organiques fait qu'il y a beaucoup plus de carbone que d'hydrogène, donc au moment ça s'arrête, ça en reste là. Votre biogaz, si vous pouvez le brûler dans un moteur si vous voulez, si vous voulez l'injecter dans le réseau gazier, il faut passer à 97% de pureté. Il faut passer de 60 à 97%. Il faut enlever le CO2. Moi, si je viens, à ce moment-là, vous me mettez de côté. Moi, je viens avec mes excédents d'électricité, du solaire, quand il y a beaucoup de soleil l'été, du vent en hiver, j'ai beaucoup d'excédents d'électricité, je mets un plus et un moins dans de l'eau, je fais de l'hydrogène renouvelable, que je stocke, et je viens avec mon hydrogène, je mets les deux dans une cuve, et on a la réaction de Sabatier, H2 plus CO2 donne CH4 plus H2O. L'hydrogène plus le gaz carbonique donne du méthane et de l'eau. C'est une réaction de base de l'industrie chimique. D'accord. Et ce méthane, qui est la même molécule de gaz naturel, je sais où stocker dans les 130 TWh de cavernes souterraines que Storengy gère aujourd'hui. Aquifères, cavernes salines, c'est leur métier, 130 TWh. Là, on a rempli pour l'hiver avec le gaz américain.
c'est le même endroit, ça existe déjà, c'est la coupe marginale, c'est une immense batterie en fait. Et ce gaz, je peux l'utiliser dans les camions notamment, je peux l'utiliser en industrie, je peux l'utiliser en tant que matière première, je peux l'utiliser dans la cuisinière Madame Michu, exactement la même chose qu'aujourd'hui. Alors j'ai pas le schéma, vous m'avez suivi là, c'est bon, je ne vous ai pas perdu. J'espère que je n'ai pas perdu tout le monde. En tout cas, il y a une solution de stockage de transformer l'électricité en molécules d'hydrogène et de méthane renouvelables, et ça c'est une solution qui est éprouvée, enfin, qui est certaine, ça existe déjà. Mairie de Fontaine-sur-Saône, Olivier Moscolini. J'ai la question par rapport à cette méthanisation, d'où vient l'apport de la matière première de ces méthanisateurs? Alors, là je vais faire référence à une étude de l'ADEME. L'ADEME a fait 2 études spécifiques, une en 2017 sur le mix électrique renouvelable avec un point d'interrogation, où elle a travaillé le sujet électricité dont on vient de parler, puis une deuxième en 2018, gaz renouvelable, 100% renouvelable, point d'interrogation. Et dans cette étude, ils ont fait en fait une évaluation des gisements de sources de matières premières pour faire la méthanisation. Donc il y a les déjections animales, il y a les eaux usées des communes, il y a les déchets agroalimentaires, il y a les déchets au bord de route, enfin, il y a tout un tas de gisements. C'est très détaillé, c'est chiffré. Et nous, dans Mégawatt, on utilise moins de la moitié de ce gisement-là. Donc il n'y a pas, notamment avec les cultures intermédiaires, c'est l'application des cibles, qui font à peu près la moitié du gisement, qui sont juste à intégrer dans des cycles agricoles qui sont aujourd'hui peu développés malheureusement, mais qui rentrent dans une logique agroécologique. Protéger les sols quand on ne cultive pas, c'est aussi une manière de les entretenir, de les laisser vivants et de leur permettre de stocker du carbone. Donc tous ces gisements-là cumulés font qu'on a largement assez sans du tout aller vers des logiques de culture, comme c'était reproché aux Allemands encore, qui ont fait du maïs pour faire du biocarburant, pour faire du biogaz, pour faire de l'électricité. Ça c'est exactement ce qu'on ne fait pas. Mais là, pour le coup, on est tout à fait d'accord, raccord avec les stratégies aujourd'hui de l'ADEME notamment et du gouvernement sur le développement du biogaz. Simplement, on pense que ça va passer vite, mais sur par exemple, interdire des cultures spécifiques, il y a des normes, on va dire, qui sont avec lesquelles on est. Et c'est un enjeu pour l'agriculture aussi, parce que le digestat sorti de méthanisation, alors c'est un compost qui est moins vivant, entre guillemets, que le vrai compost. Il est plus stabilisé, mais d'un point de vue utilisation d'agronomie, c'est très intéressant, parce qu'on peut l'épandre, etc. Ça rentre dans le cycle de la vie à la ferme, des champs, où on retourne au sol les matières organiques pour le faire vivre. Donc on est vraiment dans une... C'est pas un truc technique qui vient piquer la biomasse, c'est une technique qui rentre dans un cycle qu'on peut appeler agroécologique. Et les agriculteurs d'ailleurs qui ont fait ça depuis quelques années, qui ont une expérience de ça, ils disent souvent qu'on pourrait plus s'en passer d'un point de vue agronomique pour l'exploitation de nos terres et garder le sol vivant. Merci. Je vais prendre une dernière question de remarque s'il y a, donc n'hésitez pas. Attends. Merci. Quant à balayer Méridicieux, vous nous parlez de la France, vous avez beaucoup parlé de mégawatts, vous avez un tout petit peu abordé le mégawatt, donc point de vue matière première. Donc on parle de 60 millions de personnes. Est-ce que vous avez fait des projections de grosse maille pour voir si cette démultiplication des renouvelables est en cohérence avec justement un scénario Negamat? Oui. La réponse est clairement oui. En fait, c'est très peu de matières premières. Même si on prend un exemple qui vient souvent à l'oreille, c'est les fondations. Les éoliennes, ça fait beaucoup de béton. Alors je ne vais pas là, mais j'ai un slide que j'ai présenté avec plus limite, où on voit que d'abord, aujourd'hui, en termes de béton, il y a beaucoup d'économies à faire parce que l'infrastructure qui ne sert vraiment à rien, enfin, on bétonne, des fois on se demande vraiment pourquoi, enfin, je ne vous fais pas de dessin, mais il y a quand même, ça se poser la question de la sobriété, sachant que le ciment et le béton sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre au départ. Donc il y a déjà une économie, on pourra diviser par 2 peut-être la quantité de béton utilisé. Et toutes nos 18 000 éoliennes, c'est l'épaisseur du trait par rapport à ça. C'est vraiment pas grand-chose. Le reste des matériaux, c'est de l'acier. Il y a le cuivre, par exemple, qui peut être en compétition avec d'autres, mais c'est pas lié à la transition énergétique seulement. Les voitures électriques, c'est pour ça aussi que tout électrique dans les voitures, c'est beaucoup de cuivre, etc. Il y a un sujet qu'on a regardé de près, c'est le lithium. C'est d'ailleurs pour ça en partie pour ça qu'on réserve l'électricité pour la mobilité aux petits véhicules sur des trajets pas trop longs, pas trop d'autonomie, parce que le lithium, c'est en quantité limitée. Alors, nous, on a pris le postulat que la France, c'est 1% de la population mondiale.
Donc on a un droit de tirage, entre guillemets, sur les réserves en lithium de 1%. Parce que si on dit, il y a que les pays riches qui vont pouvoir s'accaparer le lithium pour faire des Tesla qui font 500 ou 600 km d'autonomie, on ne va pas s'en sortir, parce que dans les pays en développement, ils n'auront pas de voiture électrique, ils continueront à polluer avec du pétrole, le changement climatique va continuer. Donc c'est pas une posture morale, c'est une posture très pratique où il faut, voilà. Et si on prend ce 1%, on se rend compte qu'avec notre proportion de véhicules électriques, on arrive juste à la limite de notre quota mondial. Voilà. Pour vous dire, on a creusé le sujet de cette manière-là. Je ne peux pas le montrer évidemment dans le temps, mais voilà, c'est un sujet qu'on a énormément creusé. Et d'ailleurs, en lien avec l'ADEME, c'est des travaux qu'on a fait à la fois pour l'ADEME et pour l'État, pour le ministère de la Transition écologique. Donc les chiffres ne sont pas secrets, tout le monde les partage. Merci. Merci beaucoup Marc, merci beaucoup pour la présentation, pour le travail, et puis content d'apprendre que Madame Michu va bien, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de ces nouvelles. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, merci pour les questions qui sont très intéressantes. J'aurais pu continuer encore pour des heures, mais finissez bien vos travaux et merci. Merci bien.